Nathalie Poulet du CR2P. Bonjour à tous. Donc, pour cette présentation, on a choisi de faire une présentation à deux voix en fait, pour vous illustrer un peu la collaboration entre un ingénieur et une chercheuse dans un projet scientifique incluant de la 3D. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter le côté macroscopique avec un exemple sur un crustacé, et Marie-Béatrice va vous présenter la partie microscopique. L'histoire commence donc dans un site dans le sud de la France, à la Voulte-sur-Rhône. C'est un site du Jurassique moyen qui présente une faune exceptionnelle qui évoluait dans un environnement marin profond. Et la particularité de ce site, c'est que la préservation est vraiment exceptionnelle, une préservation de tissus mous. Et donc la faune est dominée par des céphalopodes, des arthropodes et des échinodermes. Donc nous sommes intéressés à deux spécimens qui ont été récoltés à la fin du 19e siècle, dont le nom est Erima ventrosum. Donc ces spécimens sont caractérisés surtout par leur exosquelette et on ne connaît pas du tout leur anatomie interne. Mais comme on sait qu'ils ont été prélevés dans des couches qui préservent les tissus mous, on a trouvé qu'il était vraiment intéressant de pouvoir utiliser la tomographie pour voir les structures internes. Et donc, on a pu élaborer des modèles 3D. Et pour l'interprétation scientifique, on a fait une collaboration entre le responsable scientifique Sylvain Charbonnier et un spécialiste des crustacés décapodes actuels, Gunther Vogt. Donc là, la première étape, ça a été donc d'enlever la concrétion pour pouvoir accéder à l'exosquelette et à toutes les caractéristiques très bien conservées de l'exosquelette de ces deux spécimens. Donc il y a eu plusieurs observations. Et donc, une des plus emblématiques, c'était de déterminer, en fait, on ne savait pas quand elles ont été récoltées, qu'il y avait dans les deux spécimens récoltés un mâle et une femelle. Donc, par exemple, on voit en haut le dessin, sur la dernière patte, on voit une différence morphologique entre les deux spécimens. Et si jamais on retourne le spécimen et on regarde au niveau du sternum, on voit ici, alors attendez, là, on voit ici, il y a des orifices génitaux, ici un organe, un gonopode, qui nous indique que c'est un mâle. Par contre, ici on a une spermathèque et aussi des orifices ici qui nous indiquent que c'est une femelle. Donc il y a eu plusieurs observations sur cet exosquelette et nous, on voulait aussi avoir des informations sur l'anatomie interne. Donc, ce qu'on a fait, c'est que la préservation était tellement exceptionnelle de ce spécimen qui a quand même 160 millions d'années, on a pu accéder aux fibres musculaires, donc, qui sont assez bien représentées dans tout ce spécimen, de l'avant à l'arrière ici de la femelle. Alors, par exemple, ici, nous avons les mandibules qu'on voit représentées ici avec vraiment des muscles très très bien conservés. On voit ici sur le mâle que même la conservation est jusqu'à la fibre musculaire. Il y a même deux faisceaux de fibres qui permettent d'ouvrir et de fermer la pince. Ici, au niveau de la première pince du mâle, on voit même les structures d'attache des muscles sur l'apodème. Mais ce qui est plus... En fait, on peut aussi aller à l'échelle des organes. Donc, il faut savoir que ce spécimen, il fait juste 3 cm de long. Et il y a une conservation très exceptionnelle de différents systèmes respiratoires, circulatoires, digestifs. Par exemple, ici, vous pouvez apercevoir le cœur, qui fait à peu près 4 mm. Ici, des ovaires. Ici, l'hépatopancréas. Ici, l'estomac. Donc, on s'est attaché à modéliser toutes ces structures. Et en fait, ils ressemblent beaucoup au homard actuel. Et on a pu, comme ça, décrire et comprendre un peu l'organisation interne. Donc, par exemple, au niveau de la femelle, donc ici, on a coupé l'exosquelette virtuellement et on a pu voir le résultat de toutes ces modélisations. Alors, par exemple, ici, ça s'appelle des statocytes, responsables de l'équilibre. Ici, par exemple, on voit aussi en bas, on a le système excréteur. Ici, on a toute la partie du tube digestif, donc du système digestif. Donc, on a par exemple l'œsophage, les mandibules, l'estomac, on voit ici en 2D. Dans cette partie, on a l'hépatopancréas qui généralement n'est pas du tout conservé, c'est une partie très fragile. Là, on peut apercevoir les branchies, le cœur, les ovaires, le tube digestif et même une artère dorsale. Donc, après, au niveau du mâle, donc on a aussi découvert des
des structures extrêmement bien préservées, toujours des statocytes. Même le cerveau a été conservé, des glandes excréteurs, l'hépatopancréas, le cœur aussi, le tube digestif, les testicules. Alors, on peut même descendre dans la précision en dessous de l'organe. Donc, par exemple, ici, au niveau des ovaires, même les ovocytes ont été conservés. Et par exemple, on peut faire une interprétation que ces ovaires sont assez de petite taille et il y a encore les ovocytes, donc on peut dire que la femelle n'était pas mature sexuellement. Au niveau du mâle, on peut aussi descendre dans la précision. Par exemple, au niveau du cerveau, on peut même observer jusque des tailles des lobes et des tailles du cerveau et des nerfs qui sortent du cerveau. Au niveau du cœur, on a même accès aux structures musculaires. Donc, en fait, c'était pour vous montrer l'apport de la tomographie qui nous permet vraiment de mieux connaître cette espèce qui, au départ, était connue que pour son exosquelette et nous donne beaucoup d'informations sur l'alimentation, le cycle de vie, la reproduction de ce spécimen. Et par exemple, on peut dire que ces deux spécimens étaient assez jeunes, non matures sexuellement, et même le mâle peut-être même plus jeune que la femelle. Donc voilà. Maintenant, c'est au tour de Marie-Béatrice. Merci Nathalie. Tiens, donne-moi ça. Pardon. Donc maintenant, je vais vous amener avec moi dans le monde des microcrustacés et plus particulièrement dans celui des ostracodes. Et on va plonger un petit peu plus dans le temps pour atteindre le Trias. Alors, le Trias, il y a environ entre 250 et 200 millions d'années. C'est une période extrêmement importante dans l'évolution de la vie sur Terre. D'abord parce que c'est la période qui suit l'extinction la plus dévastatrice des 500 derniers millions d'années, mais aussi parce que c'est la période qui voit la mise en place des écosystèmes marins modernes. Alors, rendons-nous en Chine du Sud, directement après cette crise massive. Et la particularité de nombreux gisements en Chine du Sud à cette période-là, eh bien, c'est la prolifération à la surface de roches de nature silicoclastique de très nombreux ostracodes, dont vous avez ici quelques exemples. Quand je dis des proliférations, c'est des milliers de spécimens. L'autre particularité, c'est que ces spécimens, ils nous échappent complètement. Ils sont très difficiles à étudier parce que la nature de la roche nous empêche de les extraire pour les étudier sous toute leur couture comme on en a besoin. Donc depuis les années 70, on a eu un consensus général qui disait, ces proliférations, ce sont des spécimens d'une espèce, Olinella panchiensis. Il y a peu de temps, avec Nathalie, on a eu la possibilité de scanner un petit morceau de ce sédiment et d'en extraire virtuellement tous les spécimens d'ostracodes qui étaient à la surface et encore partiellement cachés par ce sédiment, pour les retourner sans jamais les toucher, sans avoir besoin d'essayer même de les abîmer. Et ça nous a permis de nous rendre compte que non, depuis les années 70, on se trompe, ça n'est pas du tout Olinella panchiensis, c'est une autre espèce qu'on a appelée Olinella locula. Et donc ce premier exemple très rapide, c'est pour vous montrer à quel point ces techniques de 3D nous permettent d'accéder à une diversité qui très souvent se refuse à nous quand elles sont dans des sédiments de cette nature. Le deuxième exemple que je voulais vous montrer nous amène à la fin du Trias, dans les milieux marins qui cette fois-ci sont sains. Et dans ces milieux marins sains, on a une famille d'ostracodes qui se diversifie de façon extrême. Et vous avez ici 6 représentants de ces ostracodes de la famille des Berdiidae. Et ce n'est pas n'importe quel Berdiidae qui se diversifie, c'est des Berdiidae extrêmement ornementés, comme vous pouvez voir ici, c'est très rare, à part au Trias. Et ces Berdiidae ornementés, ils nous posent aussi un énorme problème. Un énorme problème qu'on aborde encore jusqu'à maintenant avec 2 philosophies complètement différentes. La première de ces philosophies, c'est de considérer qu'une ornementation égale un genre. Donc ici, vous avez 6 spécimens avec 6 types d'ornementation complètement différentes qui représentent, selon cette première philosophie, 6 genres distincts. La deuxième philosophie, totalement antagoniste, considère que ces 6 spécimens que vous avez en dessous ici et tous les autres genres qui se diversifient au Trias que je n'ai pas représentés, en fait non, c'est un seul et même genre. Et ces 6 spécimens, en fait, c'est des espèces différentes. Et que ce genre qui se diversifie au Trias, c'est ce genre-là qu'on connaît encore aujourd'hui dans les milieux marins tropicaux, le genre Triebellina. Ce qui voudrait dire, selon cette deuxième philosophie, que ce genre Triebellina, il existe dans les milieux marins depuis au moins 200 millions d'années. Depuis les années 60, ça n'a pas bougé.
on en est encore à utiliser ces deux philosophies et donc à avoir des difficultés à comprendre l'évolution de la biodiversité à cette période. Ici aussi, avec Nathalie, on a eu l'opportunité de scanner des spécimens. Alors, des spécimens qui représentent ces formes du Trias, très ornementées, et des spécimens de Triebellina actuels. Ce qu'on a étudié pour ces deux groupes d'ostracodes, eh bien, c'est des caractères qu'en général, on n'étudie pas du tout pour ces ostracodes-là, c'est-à-dire ce que vous voyez ici, ces espèces de mèches un petit peu partout, les pores. Donc ces canaux qui permettent à l'ostracode de laisser passer ses soies et d'être en lien avec son environnement. Alors, pour la toute première fois, ce qu'on a pu montrer, eh bien, c'est que chez Triebellina et chez toutes ces formes du Trias, les pores, ils ne sont pas du tout au même endroit de la carapace. Et cette observation, elle nous interdit de considérer que ces formes qui se diversifient au Trias appartiennent au genre Triebellina. C'est une toute petite étape dans notre compréhension de l'évolution de ces organismes, mais c'est une étape extrêmement importante. Donc, ce qu'on a essayé avec Nathalie de vous brosser à grands traits, c'est à quel point ces utilisations du 3D qu'on fait au CR2P pour le micro et les macrocrustacés, ils nous ouvrent des voies de recherche qui sont assez exceptionnelles pour nous, en nous donnant accès à des spécimens et même à des communautés qui autrement nous échappent complètement, en nous donnant accès à des caractères qui sont rares, voire jamais étudiés pour certains de ces organismes, et qui nous permettent d'améliorer notre compréhension de leur systématique et de leur phylogénie. Évidemment, une meilleure résolution de leur biodiversité et, comme Nathalie vous l'a montré en détail, un accès pratiquement inconnu autrement à leur paléobiologie. Les micros et les macrocrustacés occupant des rôles totalement différents dans ces paléoécosystèmes, ce que nous permet le 3D aujourd'hui, c'est de comprendre bien mieux le fonctionnement des écosystèmes et leur dynamique dans l'espace et dans le temps. Merci.